Togo Info. Le Togo à votre portée. Pour la première fois depuis le début de l'année, les pouvoirs publics autorisent une nouvelle marche de protestation. Elle est organisée aujourd'hui par le Front citoyen Togo Debout pour revendiquer notamment la réforme du cadre électoral. Mais cette marche, quel impact aura-t-elle sur le processus électoral? C'est l'interrogation du jour. Et pour en parler avec moi dans ce studio, le professeur David Dosset, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Bonjour professeur. Bonjour Antoine, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko et Élisée Koumoudi à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Nouvelle marche du Front citoyen Togo Debout à Lomé. Quel impact sur le processus électoral? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, professeur David Dosset, vous retrouvez de nouvelles habitudes à partir du moment où la dernière marche organisée par votre mouvement remonte simplement à l'année dernière. Oui, disons que nous sommes toujours dans ce processus qui, nous l'espérons, va nous permettre de parachever très bientôt la lutte pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Et cela passe par une alternance politique pacifique. Et aujourd'hui, nous allons poser encore un autre jalon. Toute cette année, nous n'avons pas pu manifester dans les rues, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas qu'on est resté les bras croisés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, des discussions qui ont été menées, beaucoup de réflexions, beaucoup de plaidoyers. Et à quelques mois d'une échéance capitale pour notre pays, nous avons estimé qu'il était important qu'on puisse de nouveau commencer à marteler le bitume. Et avant cela, nous avons fait un meeting ce week-end à Kassimé. Ce meeting nous a permis d'annoncer déjà la couleur et de dire que la société civile togolaise s'engage pour un processus électoral pacifique, intègre, honnête et transparent. Et cela passe par un certain nombre de conditions. Je pense que nous allons en parler au cours de cette émission. Justement, quelles sont les raisons pour lesquelles vous appelez les Togolais à manifester aujourd'hui? Vous savez, nous savons tous dans ce pays, la communauté internationale le sait, les dirigeants le savent, tout le monde le sait donc, que les processus électoraux au Togo n'ont jamais été transparents, ils n'ont jamais été équitables. Et nous nous acheminons vers un nouveau processus qui doit conduire à l'élection d'un nouveau président de la République. Si nous restons dans le système que nous avons toujours connu, alors nous aurons encore une élection truquée, traficotée, des résultats préfabriqués, et cela peut conduire encore à une grande période d'incertitude et de chaos pour notre pays. Et si on se considère citoyen du Togo, responsable, on ne doit pas rester les bras croisés. On doit tirer sur la sonnette d'alarme et demander à ceux qui nous dirigent de mettre bas la terre, demander à tous les citoyens de se réveiller, de s'engager, parce que dormir, on risque de se réveiller dans du feu et dans du sang. Justement, ce réveil n'est-il pas un peu tardif à partir du moment où le processus est assez avancé? Je vous assure que ce réveil n'est jamais tardif. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Algérie, où c'est à quelques jours de l'élection donc que M. Bouteflika a dû courber l'échine face à la détermination du peuple algérien. Donc il suffit qu'un peuple se lève, et un peuple peut se lever en 24 heures, en 48 heures et renverser les montagnes. Donc pour nous, le réveil n'est nullement tardif. Il intervient à un moment où il devait intervenir. Nous sommes dans une nouvelle phase de la lutte. C'est une longue marche qui commence. Nous sommes en train de poser les premiers pas. Et nous espérons que ces pas vont nous conduire vraiment au succès pour le bien de notre pays. Mais quelles sont concrètement les revendications que vous portez? En tant que société civile, nous avons passé en revue un certain nombre d'éléments. Il y a beaucoup d'irrégularités dans notre système électoral, et ces irrégularités sont susceptibles de conduire à des fraudes électorales, nous le savons, et nous sommes également des gens responsables et réalistes, et nous savons qu'il est difficile aujourd'hui d'exiger que toutes ces irrégularités soient mises de côté pour que le processus soit totalement fiable et équitable. C'est pour cela que, en toute responsabilité, en tant
acteurs de la société civile, nous avons mis le doigt sur 3 éléments essentiels. On ne dit pas que ce sont les seuls éléments qui soient que ce soit les seuls éléments vraiment à prendre en compte si on veut vraiment apurer le code électoral et le système électoral au Togo. Mais pour nous, vraiment, c'est le minimum du minimum. Nous n'allons pas demander la lune. Et cela passe par le fichier. Lorsqu'on va à une élection, la moindre des choses, c'est d'avoir au moins une vue claire sur le corps électoral. N'est-ce pas déjà demander la lune quand on sait que la révision du fichier commence après-demain? La révision du fichier commence après-demain, effectivement, et aujourd'hui, nous espérons que les Togolais vont pouvoir sortir et rappeler à ce pouvoir que ils sont à la tête du pays pour répondre aux aspirations des citoyens. Ils ne sont pas à la tête du pays pour faire comme bon leur semble, et ils sont à la tête vraiment du pays pour répondre aux aspirations des citoyens. Et si les citoyens arrivent à sortir nombreux, moi je suis convaincu que ça aura un impact sur la suite des discussions, sur la suite des négociations. Et même si on fait une révision sur 3 jours sur l'ensemble du territoire national, si les Togolais martèlent véritablement leurs vraies aspirations, ça peut amener à un changement par rapport à la révision des listes. Alors, après le fichier électoral? Après le fichier électoral, la CENI. Nous allons à un match de foot, de tout ce que vous voulez, mais manifestement, l'arbitre n'est pas un arbitre autonome, n'est pas un arbitre indépendant, et c'est un arbitre qui est fortement partisan. Je veux parler donc de la composition de la CENI et des membres de la CENI. Et je veux parler du manque d'autonomie et d'indépendance de la CENI. Il suffit de voir comment les choses s'organisent au Togo pour comprendre que la CENI semble être beaucoup plus exécutrice des décisions prises par le gouvernement. Et donc cela ne peut pas conduire à un processus équitable. Et c'est pour cela que nous nous demandons à ce que cette CENI soit revue dans sa composition et dans la composition de ses démembrements et dans la manière également de fonctionner. Et le dernier élément, nous nous basons sur une recommandation forte qui a été faite par la mission électorale de l'Union européenne à plusieurs reprises, je le précise. Et la recommandation, c'est que pour qu'on puisse espérer avoir un processus électoral transparent au Togo et pour une traçabilité des résultats, la mission de l'Union européenne a dit de façon explicite et claire qu'il faut que la CENI proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote. Quand on vous le dit comme ça, d'emblée, vous n'en voyez pas la portée, mais essayons de réfléchir ensemble. Nous demandons à nos concitoyens de participer au processus électoral en allant se faire enrôler et puis en participant au vote. Ils s'exécutent. Nous leur demandons ensuite de rester jusqu'au dépouillement pour sécuriser le dépouillement. Les citoyens qui sont déterminés le font. À la fin, ils savent dans chaque bureau de vote quels sont les résultats. Et avec les smartphones, beaucoup de gens prennent des photos de ce qui est affiché avant de rentrer chez eux à la maison. 2 ou 3 jours après, la CENI donne des résultats de façon globale. Et il est impossible pour les citoyens qui ont assisté au dépouillement de dire effectivement, ces résultats ont pris en compte... sont conformes à ce à quoi j'ai assisté. Exactement, vous avez tout compris. Alors que si on répond à cette injonction ou à cette recommandation de la mission d'expertise électorale de l'Union européenne, c'est ce que nous nous demandons aujourd'hui, si la CENI donne les résultats bureau de vote par bureau de vote avant de donner les résultats globaux, ça permet à chaque citoyen qui a suivi le dépouillement de dire effectivement, cette CENI a donné les vrais résultats de mon bureau de vote, ou alors cette CENI a donné des résultats qui ont été totalement falsifiés. Et en même temps, il y a environ 9000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Je crois qu'à l'ère de l'électronique, c'est la chose la plus simple. Vous mettez des résultats de 9000 bureaux de vote dans un ordinateur, dans la seconde qui suit, vous avez les résultats globaux. Donc cela ne peut pas constituer un obstacle. Il suffit juste d'avoir la bonne volonté et de savoir si ceux qui organisent le processus veulent un processus transparent avec la vérité des urnes, ou alors est-ce que ce sont des résultats préfabriqués qu'on compte encore présenter aux Togolais. Et j'ajoute, pour finir sur ce point, que en matière de processus électoral, lorsqu'on bombe la poitrine en disant qu'on a la popularité, je pense que le plus simple dans ce cadre, pour démontrer sa vraie popularité, c'est d'accepter un minimum de conditions pour que les choses soient claires et transparentes. Et à la fin, c'est le Togo qui gagne. Alors, qu'en sera-t-il de la mobilisation? Est-ce que vous espérez vraiment que les Togolais se déplacent en masse aujourd'hui pour allier les
point de départ prévu? Le point de départ, je le rappelle ici, c'est Ebe Gapoto, à partir de 11 heures. Et j'espère de tout cœur que tous ceux qui veulent le changement, ils sont tellement nombreux, auront encore cette force et ce courage, cette détermination pour venir nous rejoindre à Gapoto, point de ralliement donc pour la marche qui commence à 11 heures. Maintenant, vous voulez détermination. Maintenant, vous voulez savoir, voilà, vous voulez savoir si on peut espérer avoir ces grandes foules que nous avions eues en 2017. Je pense qu'il sera difficile dès ces premiers pas, puisque nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, près d'un an de pause. Exactement. Nous sommes en train de recommencer quelque chose et il est peut-être illusoire d'espérer avoir cette grande foule que nous avions connue en 2017. Mais nous sommes déterminés, nous sommes confiants. C'est la première étape. Nous allons voir ce que ça va donner. Et cela va nous permettre certainement de réajuster les choses, de remettre les choses en ordre pour que les prochaines sorties soient encore beaucoup plus réussies. Mais rien ne nous empêche d'espérer qu'aujourd'hui, nous ayons une foule qui permette à ce pouvoir de comprendre que trop, c'est trop. Les Togolais en ont assez de se faire mener en bateau. Les Togolais en ont assez d'être comme des esclaves dans leur propre pays, où certains pensent qu'ils ont le droit de tout faire, qu'ils ont le droit de tout décider, sans tenir compte des aspirations du peuple togolais. Charles Akakpo, sur la page Facebook de la radio, partage votre point de vue. Il dit que cette marche aura un impact positif parce qu'il sait que c'est la seule arme dont dispose un bon citoyen et qu'il faut manifester pour dénoncer ce qui ne va pas et faire savoir au monde entier que les choses ne vont pas bien. Rabiou Alassani, par contre, lui, pense que c'est de la poudre aux yeux. Il dit qu'il n'y aura aucune incidence. Les Togolais ne font plus confiance aux manifestations pour changer la donne. Qu'en pensez-vous? Je crois que pendant longtemps, dans ce pays, on nous avait dit « vous pouvez marcher comme vous voulez, les marches n'ont aucun impact sur ce que nous voulons faire ». Mais par la suite, nous avons compris que c'était faux, puisque les gens ont été se mettre à genoux à la CEDEAO pour que la CEDEAO les aide à ce que les marches, les manifestations de rue ne se fassent plus. Il y a eu des lois liberticides qui ont été prises pour empêcher justement les citoyens de manifester. Le mouvement Espérance pour le Togo avait voulu manifester en juin pour justement tirer la sonnette d'alarme par rapport à toutes ces lois liberticides qui empêchent les citoyens de s'exprimer dans la rue quand cela est nécessaire. Cela signifie tout simplement que le pouvoir togolais a peur des manifestations de rue. Et donc c'est une arme véritable, et ça je voudrais encore le rappeler à chaque citoyen. Se plaindre en restant chez soi ou en restant dans un lieu de loisir, se plaindre en disant que rien ne va changer, effectivement rien ne va changer si on ne bouge pas. Si on reste chez soi, si on reste dans des lieux de loisirs, si on refuse de participer à la lutte pacifique que certains veulent bien mener pour le changement, ce n'est pas le désespoir qui va faire changer les choses. Le désespoir n'a jamais rien changé dans un pays. Il faut voir ce qui s'est passé en Algérie, au Burkina Faso, au Sénégal, au Soudan. Ce ne sont pas des peuples désespérés. Ce sont des peuples déterminés qui ont voulu le changement et qui l'ont manifesté. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, que les Togolais puissent comprendre et se dire que c'est maintenant le changement. Nous sommes à 3 mois d'une échéance importante, et si nous sommes 7 millions de Togolais, et les statistiques estiment qu'il y a 85% de personnes qui veulent le changement. Imaginez que 50% des 85% de ceux qui veulent le changement décident de se lever. Je vous assure que moi, je ne donne pas 24 ou 48 heures à ce régime. Ce que je veux dire par là, c'est que si tous ceux qui clament le changement se lèvent, ou si la moitié de ceux-là se lèvent, nous verrons effectivement ce torrent démocratique, populaire, pacifique, réussir enfin à faire changer les choses dans notre pays et à apporter un peu plus de bonheur dans le cœur des Togolais. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais ne sont pas heureux. Les fêtes de fin d'année approchent, encore une fois, comme en 2018, comme en 2017, comme les années précédentes, nous allons être dans la morosité parce que malheureusement, ce régime aura réussi une chose, c'est à semer la peur et le désespoir dans le cœur des citoyens. Alors, les citoyens qui expriment une certaine réticence à participer aux manifestations avancent en général 2 raisons.
La première, c'est le besoin de clarifier l'objectif pour lequel vous marchez. Vous venez de déclarer que si vraiment les gens se mobilisent, vous ne donnez pas 48 heures à ce régime. Certains citoyens aimeraient que ce soit clair. Nous manifestons pour obtenir de meilleures conditions d'organisation du scrutin, pas pour exiger le départ de qui que ce soit. Aucun de nos messages n'a jamais dit quoi que ce soit dans ce sens. Nous avons dit effectivement qu'il faut des conditions claires et transparentes. Et je suis convaincu que ces conditions claires et transparentes vont nous permettre d'obtenir l'alternance politique pacifique que nous appelons dans notre pays. Et effectivement, si cela n'a pas été clairement dit, je le répète ici, nous voulons que ce pouvoir accepte des conditions, un minimum de conditions pour que le processus électoral soit mieux conduit. Et nous savons tous que si les conditions sont transparentes et équitables, alors certainement commencer à plier bagage. La deuxième raison, c'est la peur de la violence. Cette manifestation est autorisée, les itinéraires ont été revus. Y a-t-il un risque qu'il y ait des troubles ou pas? Alors, nous avons hier eu une réunion au ministère de la Sécurité. Et je voudrais, si vous le permettez, remercier le secrétaire général du ministère de la Sécurité qui a convoqué la réunion. La réunion s'est passée dans une atmosphère très correcte, très respectueuse, que j'ai vraiment appréciée. Et nous avons, je crois, en personne responsable, rappelé les positions de chacun. Nous avions adressé une demande au ministère de l'administration territoriale avec une proposition d'itinéraire. Nous avons eu une réponse du ministère de l'administration avec une autre recommandation en termes d'itinéraire. Et notre réponse a été claire. Cette réponse, nous l'avons adressée au ministère de l'administration territoriale. Nous l'avons rappelé hier en réunion avec les forces de sécurité qui étaient présentes. Nous acceptons l'itinéraire recommandé par le ministère de l'administration territoriale. Il n'y a donc pas d'autre itinéraire choisi par les organisateurs de cette marche. Je veux dire par là que nous partirons du rond-point de Baie-Gakoto à partir de 11h, heure de rassemblement. Et une fois que le rassemblement aura permis d'engranger suffisamment de participants, le cortège se mettra en marche. Et nous irons en direction de l'église des Assemblées de Dieu. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La parole est maintenant à vous, auditeurs. À votre avis, quel impact aura cette marche sur le processus électoral? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Et nous vous rappelons que nous sommes avec le professeur David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Kodjo, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons de Togo. La marche peut avoir un impact si le point de chute n'est pas celle de ce que le ministre de l'administration territoriale leur a imposé. Et je voudrais... Vous aimeriez, vous auriez souhaité que la marche ait comme point de chute quel endroit? Par exemple, pour l'homme de la paix, ou bien au niveau de la plage, là où Hôtel Santa Maria, quelque chose comme ça. Vous pensez que ça aurait eu plus d'impact? Oui, parce qu'il n'y a rien qui passe dedans là-bas. Il y a quand même l'église des Assemblées de Dieu, hein, Monsieur Kodjo. Bien, allez-y, nous vous écoutons. Nous tous, nous avons vu que le CSP a été freiné dans son élan par les affaires des santé. Est-ce que ce mouvement va résister à ce qui se prépare? Les pays où les gens nous écoutent en ligne. Vendredi ou samedi, le ministre de la Sécurité nous avait dit que ce fameux journaliste sauté. Il est où? Parce que s'il est vrai que ce que moi-même nous dit est vrai, donc on peut inculper ce journaliste. Bien, alors, merci. Monsieur Kodjo, j'ai l'impression que vous êtes un peu éloigné du sujet. Nous avons quand même retenu l'essentiel. Merci d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée.
Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel impact aura cette marche du Front citoyen Togo debout? Auditeur en ligne, allô? Allô, Bonjour. bonjour, monsieur Afano. Vous vous appelez comment? Papa Sibiti. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bien, monsieur Sibiti, ça va? Allez-y, nous vous écoutons. Pour la première fois, je voudrais saluer le dinar professeur David Dossé. Merci, monsieur. Bonjour. On aura l'occasion de connaître. Monsieur Afano, la marche va faire révéler ceux qui vont dans le président de la République. Moi, je suis une chaîne de taille. Le président sera fait, ah, il y a quelque chose qui se passe. Il faut faire attention. Est-ce que c'est bon? C'est mauvais. Et je suis pas bien. D'habitude, quand on demande de bonnes choses, vous croyez qu'on a fait. Le président a le droit de réagir, le gouvernement aussi. Deuxièmement, je voudrais féliciter, c'est vraiment un pédagogue. Comme je le suis, mais il est presque au haut niveau. Les itinéraires qu'on leur a proposés, il a accepté. Vous avez dit déjà, on nous disait que c'est ça qui amène des problèmes, des casses, des morts, tout ça. Professeur David, que Dieu vous bénisse. Ayez le sens de la nation. Merci. Alors, monsieur Sibiti, ça veut dire que vous ne pensez pas, comme monsieur Kodjo, qu'un autre point de chute aurait permis d'avoir plus d'impact? Quel que soit le point de chute. Vous pouvez rentrer dans les jours. Si les gens veulent vous suivre, c'est vous qui vont. Bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur Sibiti, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et laisser réagir le professeur David Dossé, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Aboubakar, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur Aboubakar. Merci. On fait les marches dans le jour, le monde va nous voir. Ce qu'il y a, les gens n'ont qu'à sortir. Mais on n'a qu'à mettre au défi les militaires qui empêchent les gens d'envoyer de venir. On n'a qu'à laisser librement les gens sortir. Et nous allons manifester. Merci. Bien, merci Aboubakar d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Kodjo de Tokoin qui dit qu'il aurait souhaité la colombe de la paix comme point de chute ou la plage en face de l'hôtel Santa Maria pour avoir plus d'impact. Qu'en pensez-vous? Je comprends tout à fait le sentiment de M. Kodjo parce qu'effectivement, on peut se sentir frustré. Je prends un exemple quelconque. Si j'ai un souci par rapport au système éducatif du Togo, je voudrais marcher et aller au ministère de l'Éducation pour pouvoir m'exprimer en tant que citoyen. Si j'ai un problème par rapport à la santé, je voudrais aller devant le ministère de la Santé. Mais notre pays est notre pays et certains estiment qu'en déroutant les itinéraires, en mettant les gens en périphérie, en frustrant les cœurs, ça empêchera les Togolais de s'exprimer et ça va permettre à ce pouvoir de perdurer. Je demande juste une question, je pose juste une question. Monsieur Kodjo, imagine un seul instant que 1 million de Togolais se retrouvent aujourd'hui devant les assemblées de Dieu de Difabouta. Imaginons que 1 million de Togolais se disent « je sors » parce qu'aujourd'hui, c'est mon pays qui est en danger. Si je ne sors pas, si je ne donne pas 2 heures ou 3 heures de mon temps de ce mercredi 27 à ma nation, peut-être que dans 3 mois, ce pays sera en perdition. 1 million de personnes devant l'église des assemblées de Dieu, pensez-vous que ça n'aura pas d'impact? Même si nous ne sommes pas devant la colombe de la paix, même si nous ne sommes pas devant Santa Maria. Posez-vous la question, M. Kodjo. Et M. Sibiti dit que quel que soit le point de chute, il vous félicite d'ailleurs d'avoir bien fait d'accepter les recommandations des pouvoirs publics. Et Aboubakar qui dit que même si vous manifestez dans un trou, ça aura son impact. Nous sommes vraiment aujourd'hui sur la même ligne que M. Aboubakar et M. Sibiti. Imaginez, je le répète encore, que nous soyons tellement nombreux sur ce tronçon de notre capitale sur lequel le ministère nous a orientés. Je pense que
l'impact que ça aura au plan national ou au plan international permettra aux gens de comprendre que les Togolais aussi sont déterminés et veulent le changement. Mais monsieur Aboubacar a ajouté quelque chose. Par rapport aux habitants d'Agoué qui Rapport aux habitants d'Agoué qui voudraient arriver. Et ça, je voudrais encore une fois revenir à la rencontre que nous avons eue hier avec le secrétaire général du ministère de la Sécurité. Le remercier vraiment pour les discussions qui ont été franches. Il a dit des choses et je voudrais ici encore marteler quelque chose. Que les forces de sécurité soient là pour encadrer les manifestants. Hier déjà, nous avons eu un incident que je trouve lamentable et inacceptable. Pour une marche qui est autorisée, nous mettons, parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens, un seul véhicule en circulation pour sensibiliser et mobiliser. Et pour une raison inconnue, ce véhicule est arrêté. Les occupants du véhicule qui étaient en train de faire passer un message de sensibilisation, de mobilisation de façon totalement pacifique, se retrouvent au SRI, encore une fois ce SRI, et le véhicule est gardé. Le ministre de l'administration territoriale, on n'arrive pas à le joindre jusqu'en fin de soirée. Il est joint par un responsable politique et il promet de trouver une solution. Et c'est ainsi que, depuis hier jusqu'à ce matin, ce véhicule a été bloqué. Si ce n'est pas une entrave aux activités que nous voulons mener de façon pacifique, qu'on me dise ce que c'est. Si les autorités veulent effectivement ne pas frustrer les gens, veulent que les gens aillent de façon pacifique dans des manifestations et que les choses se passent de façon pacifique, je pense qu'il est important également que les autorités fassent en sorte que ce genre d'abus, parce que c'est un abus de pouvoir, que ce genre d'abus s'arrête. Si les gens veulent quitter Agoué et arriver à la marche, ils n'iront pas seuls, ils iront peut-être en groupe de 5, en groupe de 10. Ils n'ont pas commencé la marche. Ils sont en train de rejoindre un point de ralliement. Alors qu'il n'y ait pas des barrages sur les routes, qu'on ne frappe pas les gens comme cela se fait. Il y a trop d'exactions. Et je le dis encore, quand on mène un pays à la baguette, qu'on passe son temps à frustrer les cœurs des citoyens, quand on passe son temps à faire des exactions, quand on passe son temps à abuser du pouvoir dont on dispose, qu'on ne s'étonne pas qu'un jour, les citoyens décident de se comporter autrement. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Allô, moi je me suis appelé. Bonjour, vous vous appelez comment? Oui, Yoshua des Anguilla. Yoshua, ça fait un moment. Oui, vraiment, vraiment. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, mais je remercie Dieu de nous avoir donné le temps comme le professeur qui est avec vous là-bas. Merci, monsieur. Mais Stéphane, je pense que vous connaissez depuis ma position. C'est pour dire que l'impact de la marche d'aujourd'hui, je me demande si il ne sera pas devenu trop tard. Parce que dans une situation d'État, et à ce moment de l'élection, comment est-ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils vont penser renverser la vapeur? Ce sera tout? On a oublié des questions. Et ça concerne le fait que les gens ne se mobilisent pas. Moi, j'ai dit à mon fond intérieur que je ne peux pas suivre les gens aujourd'hui qui vont se réunir pour nous appeler dans la rue et demain, vont commencer par ce que l'on se tirer. C'est là où moi, ça me dirait un peu. C'est comme moi, nos dirigeants, ils sont devant, en tout cas. Mais là, Yoshua, dans ce cas-ci, c'est le fond, j'entends et j'estime que vous voulez parler de l'opposition. Là, c'est le Front citoyen Togo Debout qui appelle à manifester. Est-ce qu'ils ont déjà fait preuve de querelle intestine? Non, mais demain, ce sont les militaires là qui doivent encore commencer par insulter le Front. Et le Front aussi va se disloquer comme ils l'ont fait dans le passé. Bien. Bien. Merci, Yoshua, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Agbo Théophile, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que la marche n'aura pas d'impact. Le chien aboie, la caravane passe. On a vu plus que ça dans ce pays. Le gouvernement n'a pas la volonté d'organiser une élection libre, équitable et transparente. Le train est déjà sur les rails. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, monsieur Afamé. Bonjour, vous vous appelez comment? Je me nomme Félix. Félix, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de la femme. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur Félix. Bon, monsieur Afamé. Moi, j'ai été blessé le 7 octobre 2017. Actuellement, mon œil gauche ne voit plus. Toute notre compassion. Pardon? Toute notre compassion. Merci beaucoup. Mais je suis très content
de la manifestation d'aujourd'hui. Donc, moi aussi, je serai présent à cette manifestation. Monsieur Mais Félix, j'aimerais merci. j'aimerais poser une question au professeur David Doucet. Monsieur le professeur, oui, qu'en dites-vous si, ou bien, c'est chaque fois que vous organisez les manifestations que les dirigeants vont vous imposer des itinéraires? C'est ça ma question. D'accord. Merci Félix d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Monsieur Baudet sur la page Facebook de Nana FM écrit que les gens qui prônent sur les réseaux sociaux le no 4e mandat de Faure Gnassingbé sont les mêmes personnes qui refusent de sortir pour manifester. Notre souhait est que les gens sortent pour réclamer leurs droits. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Sadio, comment allez-vous? Bien, bonjour monsieur David. Oui, bonjour monsieur. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, en fait, moi j'ai une première question, c'est que j'aimerais savoir l'impact d'un nouveau recensement si la méthode d'enrôlement par témoignage est toujours, parce que la mauvaise qualité de notre fichier électoral vient justement de ce mode d'enrôlement. Et je ne vois pas l'opportunité d'un nouveau recensement si cela persiste toujours. Donc je crois que ce serait plutôt un faux problème de parler encore de cela. Maintenant, question c'est concernant la composition de la CENI actuelle. Je crois que cette CENI répond aux exigences de la C14 et qui a été apportée par la CDAO qui a abouti au 8 pour obtenir la parité. Mais actuellement, ce n'est pas cette parité qui est appliquée. Mais bien sûr que c'est cette qui est appliquée. Selon les termes de l'accord expliqué par la C14, c'était 8 pour la C14, 8 pour le parti au pouvoir. Là, il y a plein de partis qui ne sont pas de la C14 et qui sont à la CENI. C'est-à-dire, non, mais c'était 8, notamment certains pour l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Ce n'était pas l'accord tel qu'expliqué par la C14 en tout cas. Bon, de toute façon, moi j'estime que dans cette parité-là, il y a certains partis qui ne sont pas aujourd'hui présents à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que c'est un coup de force pour pouvoir rentrer et à la série qui essaie de demander cette parité. Maintenant, l'autre question, je crois que vous avez déjà posé cette question à M. David a plusieurs fois dit qu'il ne s'inscrit pas dans le truc de faire partie de religion. Moi, le travail qu'il dit toujours, il a dit plusieurs fois, il ne donne pas 24 heures, si le régime ne va pas tenir, s'il y a 1 million de marcheurs. Bon, il faut qu'il clarifie un peu plus sa position pour aujourd'hui. Bien, alors M. Sadio, sur la CENI, vous pensez que cette CENI peut organiser une élection transparente, si on a bien compris? Oui, quoi que j'estime que s'il y a une proposition pour laquelle je suis totalement d'accord, il faut l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et il faut que les partis, surtout ceux de l'opposition, prennent l'engagement via leurs délégués de prendre le PV de comptage des voix à la fin des comptes. C'est très important pour la traçabilité et la transparence. Merci. Merci M. Sadio d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre ce matin. Alors on a eu le choix de Zanguera qui pense que la politique se fait de victoire d'étape et à 3 mois de la présidentielle, vous êtes mal parti et il constate un défaut de mobilisation parce qu'il y a un risque de querelle intestine. Je vais prendre 2 exemples, l'Algérie et le Soudan. Je me souviens qu'à une période de la lutte du peuple soudanais pour la liberté, il y avait quelque chose qui ressemblait à cette démobilisation que nous semblons voir au Togo aujourd'hui. Il était difficile de trouver 10 personnes qui puissent se rassembler au Soudan. Et puis à un moment, comme par miracle, ce peuple s'est de nouveau retrouvé dans la rue et a pu faire changer les choses. L'autre chose également, c'est ce que j'avais dit au début de l'émission, en Algérie, on était à quelques jours, je ne sais plus exactement le nombre de jours, mais à quelques jours d'un processus électoral et on a vu ce que le peuple algérien déterminé a pu faire. Ce que moi je veux dire lorsque je dis que je ne donne pas 1 jour ou 2 jours à ce pouvoir. Là, vous répondez à M. Sadio. Je réponds en même temps à une question posée par M. Sadio. C'est pour dire que lorsque un peuple se lève et de façon déterminée
affiche ce qu'il veut, je pense que le pouvoir sait en même temps ce qu'il lui reste à faire. Nous sommes en train d'aller dans un processus qui va conduire à une élection présidentielle. Les conditions actuelles, le code électoral actuel permet à ce pouvoir de dérouler sa machine de fraude. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si ce pouvoir a en face de lui un peuple qui sort de façon déterminée, 1 million de Togolais, 2 millions de Togolais dans la rue, ça obligera ce pouvoir à faire marche arrière. Et si ce pouvoir accepte un minimum de conditions transparentes, alors ce pouvoir sait ce qu'il lui reste à faire. Parce qu'il sait que si c'est un processus électoral qui est transparent, qui est équitable, il n'a aucune chance de gagner. Il n'y a qu'au Togo où on voit des gens manifester pendant des mois, pendant des années. Lorsqu'on va à une élection, c'est le pouvoir qui gagne haut la main. Voyez l'exemple de Hong Kong. Des gens ont manifesté. Et lorsqu'on est allé à un suffrage direct, le parti au pouvoir, je vais le dire comme ça, a été laminé. Il n'y a qu'au Togo, je me répète encore, où lorsque les gens manifestent, lorsqu'il y a un gros mécontentement populaire, on va à des élections, on se demande où est passé ce mécontentement populaire. Le pouvoir est plébiscité. Voilà ce que moi je pourrais donner comme élément explicatif à ce que j'avais dit tantôt. Mais en termes clairs, donc si 1 million, 2 millions de Togolais sont dans la rue, le résultat que vous attendez, c'est que le pouvoir fléchisse, accepte les conditions que nous nous demandons, les conditions pour une élection transparente. Et ce pouvoir, c'est que si l'élection est transparente, il n'a aucune chance. Bien. Sur l'intervention de Félix, il dit qu'il sera à la marge d'aujourd'hui, mais il se demande pour quelle raison, à chaque fois que vous souhaitez manifester, on vous impose des itinéraires. Je crois que dans la vie, il y a des objectifs. Aujourd'hui, notre principal objectif, c'est de reprendre les manifestations. Vous l'avez dit, depuis le début de l'année, il n'y a plus eu de marche. Premier objectif atteint. Deuxième objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait de la mobilisation. On ne va pas se retrouver avec 100 personnes à cette marche. Si nous nous retrouvons avec très peu de monde, ce sera vraiment un échec. Donc, l'objectif principal pour nous aujourd'hui, ce n'est pas encore l'itinéraire. Faisons en sorte que les Togolais puissent de nouveau, en citoyens libres et déterminés, se retrouver dans la rue. Nous l'avons atteint. Faisons en sorte que les gens soient suffisamment sensibilisés et motivés pour savoir que la lutte, c'est une lutte interminable, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif définitif. La lutte ne s'est jamais faite de façon linéaire, quels que soient les exemples des pays qui ont réussi. Au Burkina, ça ne s'est pas fait de façon linéaire. Au Soudan, ça ne s'est pas fait de façon linéaire. Il y a eu des moments où les peuples ont été démotivés, où le peuple soudanais a donné l'impression d'essoufflement, mais ça n'a pas empêché ce peuple d'atteindre son objectif. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans le creux de la vague, mais cela ne doit pas nous amener à continuer à rester dans notre coin, à nous plaindre, à nous croiser les bras. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on reprenne la lutte, il faut se retrousser les manches, et c'est ce à quoi nous appelons les populations de notre pays. Monsieur Sadio se demande quel sera l'impact d'un nouveau recensement électoral si environ 70% doit être encore enregistré sur la base de témoignages. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut absolument qu'il y ait des audiences foraines pour donner des documents administratifs aux Togolais. Les gens sont capables d'organiser ce qui ressemble à des audiences foraines pour donner des cartes d'électeurs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des audiences foraines pour donner des cartes, des pièces administratives, naissance, nationalité aux Togolais? On a essayé d'organiser quelque chose pour les conducteurs de taxi-moto en leur demandant une contribution financière. Ce n'est pas ce que nous demandons. Cela a été fait dans d'autres pays comme le Niger, cela a été fait en Côte d'Ivoire. Il faut qu'au Togo, ceux qui dirigent ce pays comprennent la nécessité de faire en sorte que chaque citoyen, on n'est pas des apatrides, on est citoyen d'un pays, il faut qu'on dispose de documents. Et bien sûr, je suis d'accord avec vous, M. Sadio, c'est fait à dessein. Quand on a la possibilité d'enrôler, et cela a également été dit par la mission d'expertise de l'Union européenne, quand on a la possibilité d'enrôler des gens sur la base de simples témoignages, ça fait qu'à la fin, on a un fichier qu'on ne maîtrise pas, qui n'est pas fiable. Si nous arrivons à avoir ces audiences foraines, à donner des documents administratifs, à faire un recensement général, et que ce fichier, à la fin, est mis à la disposition de tout le monde, ça permettra à tout le monde d'avoir un œil dedans et de dire telle personne ou telle personne, nous ne la connaissons pas, telle personne effectivement est citoyenne de ce pays, et ça permettra à la fin d'avoir un corps électoral accepté par tout le monde, et avec ce document on pourra aller à une élection équitable.
Et sur la CENI, toujours le dernier intervenant, il pense qu'elle est à même d'organiser une élection crédible. Mais il s'est trompé en disant que cette CENI était paritaire 8-8. Monsieur Sadio, hein, c'est bien le nom. Mhm. Voilà, monsieur Sadio, vous vous trompez. Revoyez un peu le déroulement des faits. Alors, pour en revenir à cette CENI, vous pensez, c'est votre point de vue, je ne peux pas vous en empêcher, mais nous pensons également que pour que cette CENI puisse procéder de façon équitable à l'encadrement ou à l'organisation de ce processus électoral, il y a un minimum. Il suffit de voir ce qui se passe. Lorsque les kits, la société ZS, ce n'est pas la CENI, c'est d'abord le gouvernement. Lorsqu'on pose une question à un président de CENI, mais qui donne l'impression de se référer à la décision du gouvernement, où est l'indépendance de cette CENI? C'est pourtant supposé être une commission électorale nationale indépendante. Mais si à chaque étape, cette CENI donne l'impression d'attendre que ce soit le gouvernement qui prenne la décision, et cette CENI donne l'impression d'exécuter ce qui est décidé par le gouvernement, cette CENI, elle est indépendante, et excusez-moi, en tenant compte des... Elle est dépendante. Elle est dépendante, elle n'est pas indépendante, tout à fait. Elle est dépendante. Et excusez-moi, les faits l'ont démontré suffisamment au Togo, à moins d'être malhonnête. Cette CENI ne peut pas organiser une élection fiable, parce que jusqu'ici, en tout cas, elle n'a jamais démontré la volonté ou la capacité de le faire. Alors, nous sommes presque à la fin de ce débat, et en même temps, votre mot de la fin. Kossi Thomas est dit sur la page Facebook de Nana FM écrit: un impact positif, la marche aura un impact positif, même s'ils ne sont que 20 personnes, le monde entier saura que le gouvernement togolais est encore en train d'organiser une mauvaise élection. Il est clair que le processus tel qu'il a commencé ne donne pas foi en une organisation équitable, honnête et intègre. Il revient aux Togolais de ne pas se croiser les bras, de ne pas être découragé, parce que le découragement n'apportera pas le changement. Si nous voulons que le changement intervienne dans notre pays, il faut se retrousser les manches comme les autres l'ont fait. Et nous ne sommes pas moins que les Soudanais, nous ne sommes pas moins que les Burkinabés. Donc à nous de le démontrer. Et enfin, je voudrais dire que notre sortie est une sortie pacifique, responsable et citoyenne. Je le répète encore parce que hier, à la rencontre que nous avons eue au ministère de la Sécurité, ce principe a été rappelé. Nous l'avons accepté, nous l'avons réaffirmé et nous avons ajouté que, puisque on nous appelle à beaucoup de responsabilités par rapport à la manifestation de tout à l'heure, nous aussi nous demandons à ce que les autorités ministérielles fassent attention à certaines déclarations qui tendraient à faire croire que le Front citoyen Togo debout, comme je l'ai lu dans un article sorti dans un organe proche du gouvernement, alors tendance à faire croire que le Front citoyen Togo debout se radicaliserait, je le mets au conditionnel. On nous demande d'être responsables dans nos prises de parole. Nous demandons également que les autorités de ce pays soient responsables dans les allégations, dans certaines allusions qui feraient croire à certaines choses qui ne sont pas. Nous sommes pacifiques, nous sommes des responsables. Notre objectif, ce n'est pas de faire de la violence parce que nous n'avons même pas cette compétence. Et pour finir, j'invite tout le monde à 11h avec Kakodo. Merci, professeur David Dosset, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo debout. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Vous avez été nombreux à nous suivre en ligne de l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Tchad ou encore au Mexique. Merci à chacun d'entre vous, à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Stan Teko et Élisée Koumondi étaient à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.